La nuit s'installe inexorablement. L'univers qui nous est familier est plongé dans le noir. C'est l'heure où d'étranges créatures commencent à s'agiter. Une majorité des animaux est active pendant la nuit. Ces tranches de vie nocturne avec leurs drames. Nos yeux sont incapables de les voir. Ces animaux sont spécialisés. Ils sont parfaitement adaptés à l'obscurité. Mais nous connaissons très peu de choses sur cet univers. Une équipe de scientifiques et de cinéastes animaliers armés de caméras sophistiquées a lancé une expédition dans des régions inaccessibles d'Amérique latine. Incroyable! Pour découvrir les secrets des animaux qui hantent la nuit. C'est un voyage dans l'inconnu. Regardez-le. Il sent mon odeur. Ne cours pas. Ça alors? Sortez-moi d'ici. Pendant 6 mois, des biologistes et des cinéastes ont traqué et filmé des animaux nocturnes en Amérique latine qui possèdent les habitats les plus variés au monde. Leur but, découvrir pourquoi des animaux sont actifs la nuit et comment ils font pour subsister dans un univers plongé dans l'obscurité la plus totale. Leur périple a commencé dans la jungle du Costa Rica. À présent, l'équipe se déplace vers le sud pour la seconde phase de l'expédition. L'équipe se divise en 3 pour effectuer des missions distinctes dans des régions différentes à travers le cœur sombre de l'Amérique du Sud. L'entomologiste George McGavin se rend au Venezuela pour explorer un site plongé dans la nuit perpétuelle. Il s'agit d'une grotte qu'aucun biologiste n'a jamais explorée. Les grottes de la région se sont formées lentement, durant des millions d'années. Le soleil n'y est jamais entré. Les animaux qui habitent dans ces grottes ont évolué dans le noir pendant des millions d'années. On sera peut-être les premiers à les découvrir. L'entrée de la grotte a été découverte en 2009 par l'Aventa, une association qui regroupe des explorateurs du monde entier. George les rejoint pour leur première visite depuis la découverte de la grotte. Ce lieu est isolé depuis tellement longtemps qu'il est hautement probable que toutes les espèces soient inconnues. Le camp de base est établi au sommet de ce tepui, un haut plateau aux flancs abrupts. L'entrée de la grotte se trouve au niveau des arbres, non loin de la base de cette falaise. Il y a 110 mètres du sommet du plateau jusqu'à l'extrémité de cette corde. Ça fait une sacrée hauteur à descendre. Ça va être long. La privation de lumière pendant des millions d'années a sûrement favorisé l'émergence d'espèces uniques. Comment se sont-elles adaptées pour vivre dans l'obscurité perpétuelle? George espère faire des découvertes stupéfiantes. « 2700 km plus au sud, à la lisière du bassin de l'Amazone, le cinéaste animalier Gordon Buchanan se dirige vers le Pantanal, la plus grande zone humide au monde et la plus riche en espèces. Le Pantanal se distingue par une des biodiversités les plus fabuleuses de la planète. La vie ici est foisonnante, mais la plupart des animaux qu'on voit le jour ne sortent pas de leur cache la nuit. Ils sont alors remplacés par une multitude d'espèces dont le mode de vie est quasiment inconnu.
Gordon aimerait en savoir plus sur ces animaux. Au sommet de sa liste, le mode de vie d'une des espèces les plus étranges d'Amérique du Sud. Le grand tamanoir, ou fourmilier géant. Ailleurs dans le monde, les fourmiliers se nourrissent de jour. Le grand tamanoir, lui, préfère sortir la nuit pour profiter de températures plus fraîches. Il fait 42 degrés à l'ombre. Je ne sais pas combien de degrés il y a sous le soleil, mais il fait horriblement chaud. Comment un animal diurne fonctionne-t-il la nuit? Gordon utilisera des caméras à vision nocturne pour répondre à cette question. Il espère découvrir la façon dont les grands tamanoirs se comportent la nuit. Au Venezuela, George a atteint l'entrée de la grotte. À l'intérieur, il ne verra jamais la lumière du jour. J'arrive. Pendant 4 jours, l'équipe suivra la rivière souterraine sur 5 km dans l'espoir de découvrir de nouvelles espèces animales. Non loin de l'entrée, Regardez. George repère déjà une structure intéressante. Ce sont les insectes les plus spectaculaires des grottes. Ces filaments sont produits par la larve d'une mouche. On voit la larve ici. Les filaments qui tombent à la verticale sont couverts de globules gluants. Vous avez vu? Une proie s'est prise dans un filament. Elle est encore en vie. Ce prédateur tire avantage de l'obscurité. Il installe des pièges tout près de l'entrée de la grotte. Les insectes qui pénètrent dans la grotte ne voient pas les filaments gluants et certains se prennent dans le piège. La larve rampe à la verticale vers le bas du filament. Et après avoir consommé sa proie, elle remonte. Il y a plein de filaments ici. Les petits insectes volants courent plein de dangers dans une grotte. Celui-ci s'est englué et il va être dévoré. Même dans cette pénombre, les résidents de la grotte sont adaptés à l'obscurité. George et les explorateurs poursuivent leur exploration. Au sud-ouest de la grotte, une troisième équipe s'enfonce au cœur de la jungle péruvienne, au plus près de la source de l'Amazone. Le camp de base est un vieux bateau à vapeur. À bord, le biologiste tropical Bryson Warren est accompagné de la cinéaste Sophie Darlington. C'est le rêve de tout cinéaste animalier de tourner dans le bassin de l'Amazone. Ça regorge d'animaux parmi les plus intéressants au monde. Bryson est un spécialiste des grands mammifères d'Amérique du Sud. La journée, je sais à quoi m'attendre. Mais la nuit, c'est un tout autre univers. Le sol de la forêt est inondé la plus grande partie de l'année sous plusieurs mètres d'eau. Cet habitat est une mine d'or pour les scientifiques. Les zones sèches étant rares, la plupart des animaux vivent dans la canopée. Sophie est à la recherche d'un singe très spécial. L'Amazonie compte plus d'une centaine d'espèces de singes, mais une seule est active la nuit. Les douroucoulis, aussi appelés singes hibou. Ce sera fascinant d'observer des douroucoulis et de voir comment ils se déplacent la nuit dans les arbres. Sophie choisit un arbre fruitier où elle espère que des douroucoulis viendront se nourrir. Elle s'installera sur une petite plateforme 30 mètres au-dessus de l'eau. C'est un nouveau défi pour elle. Depuis 20 ans qu'elle filme des animaux, elle a toujours opéré au niveau du sol. Ça ne m'amuse pas du tout.
C'est vraiment très dur, je trouve. C'est très étrange d'être au sommet de la forêt. Pour réussir à filmer ces singes nocturnes, il faut un peu de chance et beaucoup de persévérance. La récompense, ce seront des images sublimes de la vie nocturne dans la canopée. Pendant que Sophie est postée au sommet des arbres, Bryson poursuit son exploration au niveau de l'eau. Il recherche des animaux nocturnes dans les broussailles et dans les eaux de la forêt inondée. Mon objectif, c'est de répertorier les espèces nocturnes qui vivent dans ce milieu humide. On va s'enfoncer dans la forêt avec notre matériel, en espérant croiser quelques-unes des espèces nocturnes qui fréquentent cette portion de l'Amazone. La nuit tombe sur l'Amérique du Sud. Dans le Pantanal, Gordon Buchanan quitte le camp de base en direction de la savane, à la recherche d'un grand tamanoir. Les innombrables espèces qui dorment le jour sortent peu à peu de leur cache. La vie nocturne commence. Armé d'une caméra thermique qui capte la chaleur, Gordon ne met pas longtemps à repérer un animal. La silhouette d'un animal à sang chaud se découpe sur le décor froid. C'est un nandou, un oiseau qui ne vole pas. C'est le plus grand oiseau d'Amérique du Sud. Vous avez vu? C'est trop génial. Il a une tripotée de petits. Les nandous peuvent être dangereux quand ils protègent leurs oisillons. De jour, la plupart des prédateurs évitent de s'attaquer à ces oiseaux coureurs. Les nandous atteignent 1,50 m de hauteur et leurs puissantes pattes postérieures peuvent briser des os. Mais la nuit venue, les rôles s'inversent. Avec leur faible vision, les nandous sont vulnérables en cas d'attaque surprise. La nuit, la meilleure chose pour les nandous, c'est de faire profil bas. Avec sa caméra infrarouge, dont le spectre lumineux est invisible pour les animaux, Gordon filme la scène avec plus de détails. Ces oisillons sont des versions miniatures des adultes. Et l'adulte, ce n'est pas la mère, c'est le père. La femelle pond les œufs et le mâle élève les petits. La femelle disparaît du décor. Il fait très bien son boulot. Il protège les oisillons en les gardant sous ses ailes. Le fait de ne pas bouger est une stratégie très efficace pour échapper aux prédateurs nocturnes. Comme nous, les nandous ne voient quasiment pas dans le noir. En revanche, leur ouïe est très développée. Au moindre bruit suspect, les nandous se dispersent. Le mâle retrouve ses oisillons en les appelant. Ils se regroupent dans un endroit plus sûr et attendent la fin de la nuit. L'équipe de l'Amazone, formée de Sophie et de Bryson, explore la forêt inondée. Dans la canopée, les conditions sont insupportables. Sophie est assaillie sans relâche par des insectes piqueurs. Installée sur une plateforme d'1 mètre carré, elle guette l'arrivée de Douroukouli dans un arbre fruitier. Je n'ai jamais été attaquée par autant de moustiques. Chaque minute est un véritable enfer. Les femelles moustiques ont besoin de sang avant de pondre leurs œufs. Elles sont attirées par le dioxyde de carbone que Sophie expire. Quand on est piqué aussi souvent, c'est très difficile de rester calme et concentré.
Je suis complètement épuisée. Je n'ai qu'une envie, c'est dormir. La journée, le décor de la forêt inondée change. D'autres espèces animales occupent l'espace. Avec la lumière, la jungle semble plus accueillante. L'équipe en profite pour se reposer des efforts de la nuit. Au Venezuela, George poursuit son exploration au fond d'une grotte plongée dans le noir perpétuel. En surface, les secrets de la nuit sont révélés à l'aide de technologies spéciales. Pour explorer la grotte, George utilise les moyens traditionnels. À mi-chemin, les explorateurs sont impatients de montrer à George une découverte remarquable. On essaie de trouver un petit poisson-chat de couleur claire. Ce poisson-chat est certainement une espèce inconnue et peut-être le seul poisson de ces montagnes. Comment est-il arrivé ici? Et de quoi se nourrit-il dans le noir? Vous en avez trouvé un? Bien joué, les gars. Regardez, le voilà. C'est fantastique. Je tiens dans ma main le seul poisson jamais trouvé dans un tépuis. Il vit uniquement au sein de cette montagne. Il a trouvé un moyen de rentrer dans cette grotte. C'est une découverte extraordinaire. Il n'y a aucun autre poisson dans cet habitat. Comment les ancêtres de ce poisson-chat ont-ils échoué dans cette grotte? Ils sont isolés depuis des millions d'années. Ces poissons-chats commencent à perdre la pigmentation qui leur servait de camouflage. Dans l'obscurité, ce camouflage est totalement inutile. Ces poissons s'adaptent de mieux en mieux à l'obscurité au fil des générations. Je ne sais pas s'il est déjà complètement aveugle. Mais quoi qu'il en soit, dans 1 million d'années, cette espèce sera complètement aveugle parce qu'elle évolue dans un monde plongé dans l'obscurité et que des yeux ne servent à rien ici. Faute de vision, ce poisson utilise d'autres sens pour subsister. Les longs barbillons autour de sa gueule sont des organes sensoriels similaires aux vibrisses du chat. Et son corps est couvert de papilles gustatives grâce auxquelles il trouve sa nourriture dans le noir. Une multitude de particules de nourriture sont introduites dans la grotte par les pluies. De la vase, des algues et d'autres particules. Elles arrivent toutes ici. Ce poisson n'a pas besoin d'aller ailleurs, il trouve tout à portée de gueule, pour ainsi dire. Le moment est venu pour notre petite star de retourner à la vie sauvage. C'est une merveille. Au Pantanal, Gordon n'a toujours pas trouvé le moindre grand tamanoir en vadrouille la nuit. Cet arbre me semble parfait. Pour augmenter ses chances de les filmer, Gordon installe un piège à caméra dans une zone où des tamanoirs ont déjà été observés. J'actionne le système. C'est prêt. Si un animal grimpe dans ces arbres durant la nuit, le capteur infrarouge déclenchera les caméras. Elles enregistreront tous ses faits et gestes.
Regardez, cet arbre est couvert de nombreuses marques intéressantes. On dirait que quelqu'un a fait des entailles avec une machette. Mais il y en a trop pour qu'elles aient été faites par un être humain. Il y en a une très grande ici. Si c'est un animal, il doit être énorme. Les plus hautes entailles sont hors d'atteinte. Cet endroit est idéal pour installer des caméras automatiques. Si l'animal revient, on saura ce que c'est. C'est très mystérieux. Je n'avais encore jamais vu ça. Après avoir posé ses caméras, Gordon poursuit sa recherche du grand tamanoir. Le soleil se couche. L'équipe de l'Amazone se prépare à une seconde nuit de veille dans la jungle. Bryson s'enfonce plus loin dans la forêt inondée. Arrête, arrête! Regardez! Un très grand paresseux tridactyle. Il dort, regardez. En dépit de leur réputation, les paresseux passent plus de temps éveillés qu'endormis. Ils sont polyphasiques. Leur sommeil est réparti en plusieurs périodes durant le jour et la nuit. Regardez, il se met à grimper. Grimper dans la canopée en pleine nuit est une entreprise risquée. Le moindre faux geste peut entraîner une chute mortelle. Bryson en profite pour observer le comportement nocturne du paresseux. Il renifle les branches avant de s'y accrocher. Un paresseux ne grimpe jamais à une branche pourrie, car elle risquerait de se briser. Son odorat est extrêmement développé. La nuit, les paresseux détectent les branches pourries et donc fragiles à l'aide de leur odorat. Pour se déplacer la nuit, les paresseux mémorisent la position des arbres du secteur où ils se trouvent. Ils ont une bonne connaissance des connexions de la canopée. Ce paresseux sait parfaitement où il va. Il est si bas que je vais l'inspecter de plus près. Il est de l'autre côté de ces plantes grimpantes. Juste là-haut. Les paresseux passent le plus clair de leur vie dans la canopée. Il est rare d'en apercevoir un aussi près du sol. Bryson les étudie depuis de nombreuses années. C'est une occasion unique pour examiner un spécimen. Elle est vraiment très belle, regardez. Elle est absolument magnifique. Ça fait 10 ans que j'étudie les paresseux. Ils ne sont pas stressés quand on les tient, ils sont plutôt à l'aise. Leur apparence est vraiment étrange quand on les regarde de près. Les paresseux ne semblent pas non plus troublés par les insectes qui envahissent leur fourrure. Les paresseux ont une relation privilégiée avec les papillons de nuit. On les voit grouiller dans leur fourrure. Ces papillons passent toute leur vie dans les poils du paresseux. Les papillons se mettent ainsi à l'abri des prédateurs. Mais l'avantage que le paresseux tire de cette relation reste un mystère. Elle m'a arraché ma lampe frontale. Je crois qu'elle a envie de rentrer chez elle. Je vais la remettre sur une branche. Allez, rentre chez toi. Au Pantanal, Gordon poursuit sa quête du grand tamanoir. Il a entendu du bruit dans une poche de forêt. Ce n'est pas un tamanoir, mais un de ses cousins.
C'est un animal à l'apparence très bizarre. C'est un fourmilier à collier. Il est à quelques mètres de moi. C'est étonnant. Les fourmiliers à collier passent 60% de leur temps dans les arbres. Il est descendu de l'arbre. Je vais essayer de le suivre. Cette espèce quitte régulièrement les arbres pour passer d'une poche de forêt à une autre ou pour se nourrir d'insectes sur le sol. Il est juste là. Regardez ce petit bonhomme. Il n'a pas froid aux yeux. C'est incroyable de pouvoir s'approcher aussi près d'un animal sauvage. Les fourmiliers sont de lointains cousins des paresseux. Comme ces derniers, ils se nourrissent aussi bien de jour comme de nuit. Ce tronc pourri est probablement rempli de fourmis ou de termites. Les fourmiliers ont une mauvaise vision. Ils se fient à leur odorat et à leur ouïe pour éviter les prédateurs et dénicher leur nourriture. Là, on découvre les insectes qui l'intéressaient. Ce sont des termites. Il a retiré l'écorce et dans le bois pourri, il y a des millions de termites. Il a introduit sa longue langue dans ce trou pour les extraire et les avaler. Ici, les fourmiliers trouvent de la nourriture en abondance, même les grands tamanoirs. C'est un signe prometteur. George a parcouru 3 kilomètres dans la grotte. Peu d'animaux sont capables de vivre aussi loin de l'entrée dans l'obscurité totale. Oh mon Dieu! Je n'en crois pas mes yeux. C'est un criquet qui nage. Oh mon Dieu. C'est une femelle adulte. C'est une des espèces cavernicoles les plus bizarres que j'ai jamais vues. Les criquets se rencontrent dans le monde entier, mais celui-ci est très différent. Il règne dans cet habitat en utilisant seulement le toucher et le goût. C'est devenu le prédateur le plus féroce de la grotte. Cet animal est parfaitement adapté pour chasser dans le noir le plus total. Il a vraiment tout ce dont il a besoin. Il a de longues antennes, il a des palpes très sensibles pour sentir une proie et il a des pattes hérissées d'épines. Dès qu'il rencontre un animal, il le tâte, il l'enserre dans ses pattes épineuses, puis il le saisit avec ses 2 énormes appendices buccaux. C'est le lion de cette grotte. C'est l'animal que tous les insectes préfèrent éviter. Regardez, il est gros, il est très puissant. Il essaie de mordre mon pouce. Il essaie de percer mon pouce. Écoute, là je ne tiens plus, va-t'en, s'il te plaît. Il n'y a qu'une seule façon de lui faire lâcher prise. Les animaux nocturnes vivent aussi facilement la nuit que nous, le jour. Ils ont juste besoin d'une ouïe, d'un toucher et d'un odorat très performant. Bryson s'enfonce toujours plus dans la forêt. Soudain, il croise un animal doué d'un appareil exceptionnel. Un dauphin nage autour du bateau. Ils font vraiment beaucoup de bruit la nuit. On les entend respirer juste à côté du canot.
À des milliers de kilomètres de la mer, ces bateaux ou dauphins roses de l'Amazone se sont adaptés à la vie dans l'eau douce des forêts inondées. Ils utilisent l'écholocation pour se repérer et pour chasser. Ils envoient des clics et écoutent les échos pour façonner une image de leur environnement immédiat. J'ignorais que l'eau était suffisamment profonde pour que les dauphins soient capables de se nourrir dans les forêts inondées, c'est-à-dire à des dizaines de kilomètres du fleuve. Et durant la nuit en plus. Les dauphins disposent d'un sonar si performant qu'ils n'ont aucun mal à se diriger dans l'obscurité la plus totale. Au sommet de la canopée, les heures d'attente de Sophie portent finalement leurs fruits. Je pense avoir entendu un douroukouli. Vous entendez? C'est bien un douroukouli. Il sautille dans les branches. Je l'ai bien. Oh mon Dieu, c'est génial. Après plusieurs jours de frustration, Sophie a enfin l'occasion de filmer la seule espèce de singe nocturne. Il y en a un deuxième. Ils se nourrissent. Ah, c'est vraiment trop génial. C'est un superbe exemple d'un animal qui s'est adapté à la vie nocturne. Il est seul dans ses arbres. Tous les autres primates dorment. La nuit, les arbres appartiennent aux douroukouli. Contrairement à bon nombre d'animaux nocturnes, les douroukouli utilisent la vue. Ils se distinguent par de grands yeux luisants. Leurs yeux sont 50% plus grands que ceux des primates diurnes. Et ils sont très bien adaptés à l'obscurité. Ils ont sacrifié leur couleur et leur précision pour une plus grande sensibilité. Leurs rétines sont constellées de cellules qui détectent la plus infime source de lumière. Pour se faire une meilleure idée de leur comportement, Sophie doit utiliser une caméra thermique. C'est incroyable la façon dont ils se déplacent. Ils sautent d'arbre en arbre. C'est incroyable. Grâce à leurs yeux ultra sensibles, les douroukouli sont capables de voir les branches et d'évaluer les distances. C'est la première fois que ces singes sont filmés dans la canopée à l'aide d'une caméra thermique. On découvre enfin le comportement de ces animaux. Il va sauter, il va sauter. C'est incroyable. Il vient de faire un bond de 3 mètres dans les airs. Sophie a tourné des images exceptionnelles de cette espèce remarquable. Son prochain défi, les filmer 2 jours dans leur nid. Dans les plaines du Pantanal, la caméra thermique de Gordon a filmé un très gros animal. Mon Dieu, regardez, regardez, regardez. C'est la silhouette caractéristique du grand tamanoir. C'est génial. C'est la première fois que je vois un grand tamanoir. Je ne suis pas déçu. C'est un animal incroyable.
Comme tous les fourmiliers, cette espèce a une mauvaise vision. Les tamanoirs se fient surtout à leur odorat pour évoluer dans l'obscurité. Il a un museau très allongé. Par son aspect, le grand tamanoir est un des animaux les plus bizarres de la planète. J'aimerais le voir de plus près. Je vais essayer de m'approcher un peu. Le grand tamanoir consomme les mêmes insectes que le fourmilier à collier, c'est-à-dire des fourmis et des termites. Mais ce colosse en consomme beaucoup plus. Le grand tamanoir n'est pas strictement nocturne. Dans d'autres régions d'Amérique du Sud, il se nourrit le jour. Mais grâce à son odorat surdéveloppé, il est très à l'aise dans l'obscurité. Dans les régions caniculaires comme le Pantanal, il s'active durant les heures fraîches de la nuit et se repose le jour quand il fait trop chaud. Il poursuit son chemin. Je vais essayer de le suivre. Les tamanoirs marchent vite, très vite. Chargé de plusieurs caméras, Gordon finit par perdre sa trace. Il m'a échappé. Même avec la technologie de pointe, il est facile de perdre des choses dans le noir. Gordon arrête la poursuite. Il est déçu de n'avoir pu filmer le tamanoir plus longtemps. Il espère que les pièges à caméra lui révéleront d'autres comportements nocturnes. Dès le lever du jour, Gordon va vérifier ses caméras automatiques. Avec un peu de chance, les images montreront ce que les tamanoirs fabriquent la nuit. Bien, c'est parti. Oh, regardez. Les pièges à caméra ont fonctionné. Il renifle. Il renifle l'arbre. Les caméras ont filmé plus de 15 heures d'images. Le plus étonnant, c'est que cet endroit a été visité par différents tamanoirs. Oh, regardez, celui-là porte un bébé sur le dos. Les tamanoirs semblent attirés par l'arbre sur lequel Gordon a découvert une multitude d'entailles. Oh, wow! Voilà ce qu'ils font. Wow! Le tamanoir ne touche plus le sol. Il grimpe à l'arbre. Les grands tamanoirs ne sont pas supposés grimper aux arbres. Gordon ne s'est pas contenté de filmer des tamanoirs. Il a découvert un comportement inattendu de cette espèce. C'est la première fois que ce comportement est filmé. Dans la forêt inondée autour de l'Amazone, Sophie a trouvé le nid des douroucoulis. De jour, leurs yeux, grâce auxquels ils se repèrent la nuit, semblent tout aussi étranges. Le petit vient de bâiller. C'est la nuit pour lui. Il est supposé dormir. Mais il est si curieux qu'il ne résiste pas à l'envie de voir ce qui se passe. Adaptés à la vie nocturne, les douroucoulis évitent une rude concurrence pour la nourriture et échappent aux prédateurs diurnes. Je n'ai jamais filmé une scène aussi adorable. Sophie termine sa mission en apothéose. Au Venezuela, après avoir passé 4 jours dans le noir et avoir parcouru 5 km dans la grotte, George ne peut plus continuer.
Nous sommes arrivés au bout de la rivière souterraine. Elle coule à travers d'immenses blocs de roches qui se sont effondrés. Regardez, un rayon de soleil. C'est très étrange de voir ces couleurs après un aussi long séjour dans l'obscurité. On est au bout. Regardez, il fait de plus en plus clair. Ça fait presque mal aux yeux. L'autre choc qu'on ressent, c'est l'air frais. Quelle vue! Voilà le monde dont je fais partie. L'obscurité a beau être fascinante et héberger des animaux absolument remarquables, l'être humain n'est pas une créature nocturne. Il a besoin de soleil. Voilà le monde auquel j'appartiens. C'est la fin d'un voyage extraordinaire. Que ce soit la nuit dans les forêts inondées ou dans l'obscurité perpétuelle d'une grotte, des animaux ont évolué de façon remarquable pour s'adapter à un univers qui n'était pas le leur. Ils ont adapté leur sens et leur comportement pour subsister la nuit. La prochaine fois, l'équipe se rendra tout en bas du continent pour la phase finale de l'expédition, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. Regardez. Ça fait très peur. Pour élucider de nouveaux mystères nocturnes. Qu'est-ce que c'est?